Bienvenue dans ce podcast établi par l'équipe de l'INSEAC, l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle. L'INSEAC du CNAM. Le temps que l'image apparaisse, je vais continuer à présenter donc les tours de parole. Et je disais donc que Justine allait représenter la parole de Philippe Abgraal, qui est professeur de gestion et qui est à l'IUT de Morlaix en GACO culture. Je laisserai Justine préciser ce que ça veut dire GACO, puisque je sais que vous y donnez aussi des cours dans cette IUT. Ensuite, la parole sera prise par Aurélia Leroux, la directrice opérationnelle du campus des métiers et qualifications excellence en éducation artistique et culturelle. Ensuite, de manière plus brève, Zoé et moi, on va faire un duo de claquettes, comme on vous l'a dit, pour vous faire quelques retours, et vous en avez déjà eu quelques-uns. Ensuite, ce sera important, et j'espère que cela pourra convenir à la commanditaire Mireille Rioux-Canal de la Cour des comptes. Là, moi, j'étais dans Harry Potter, j'avais la Chambre des comptes qui arrivait tout de suite. Et de prendre la parole ou avant Marie-Christine Bordeaux ou après. Et en fait, on va se laisser peut-être voir la manière que ça prendra. Et c'était vraiment ces deux retours qu'on attend de manière importante, en disant, moi personnellement, je fais mon boulot aussi déjà dans le jury, de dire que j'ai été plus que favorablement impressionné par le travail qui a été fait. Alors j'ai l'impression d'être dans du direct, en sachant donc, est-ce que l'image est apparue ? Non, moi j'arrive pas du tout à mettre la caméra parce que les indications qui apparaissent fonctionnent pas sur cet ordinateur. Donc je crains que vous ayez ma voix et pas l'image. Vous m'entendez ? Oui, ça sera une bonne chose, parce que c'est une partie du propos de cette formation. On dit fermer les yeux pour mieux écouter, ou je crois qu'on dit quelque chose comme ça, pour mieux voir. Oui, voilà, peut-être que ça explique beaucoup de choses. En fait, on n'aurait pas dû écrire ça. Voilà. Je vais continuer d'essayer par d'autres moyens, mais c'est pas simple. Donc, en tout cas, je vous écoute. Et à ce propos, c'est Zoré qui fera aussi des retours sur le podcast qui a été aussi écouté. Je regarde l'heure, il est 16h04. Est-ce qu'on se donne jusqu'à 16h? Bonjour Marie-Christine. Voilà, il suffit de dire on se donne du temps. Donc bonjour Marie-Christine. Bonjour, excusez mon tout petit retard. Je me débattais avec Teams pour vous rejoindre. Les tout petits retards sont l'élégance de ceux qui ont beaucoup de travail. Donc on te remercie de ta présence. On me dit que c'est la politesse des artistes. Donc voilà, et en plus c'est un tout petit retard. Et donc je vais refaire, si cela vous convient, une fois comme ça, on l'aura bien intégré, le tour des paroles. Et donc ce sera d'abord Justine, qui, au nom de Justine Dando d'Anjou, doctorante au DICEN et à l'INSEAC du CNAM, qui représentera la parole donc de Philippe Abgraal, le prof de gestion. Ensuite, ce sera Aurélia Leroux, la directrice opérationnelle du campus des métiers et qualifications d'excellence en éducation artistique et culturelle. Ensuite, ce sera Zoé Lagnès et moi-même qui feront des retours à la fois sur la manière dont nous avons pu voir cet accompagnement et dire tout le bien qu'on a pu penser de ces étudiants et étudiantes qui, dans leur diversité, ont su à la fois profiter de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font pour arriver à dire quelque chose, ce qui est déjà pas si mal. Et c'est même très bien. Et ensuite, et c'est ce qu'on voulait voir avec vous sur les derniers tours de parole, et on trouvait que c'était bien à la fois, peut-être que en tant que commanditaire, Mireille Rioux-Canal puisse prendre la parole avant Marie-Christine Bordeaux pour aussi redire ce qu'elle en pense, et à la fin d'avoir ce regard en perspective de Marie-Christine qui pourra nous redonner un peu un horizon à tout cela. Est-ce que cela peut vous convenir, chers membres du jury ? Alors, moi, si je peux intervenir,
Je me demande si ce ne serait pas préférable de donner la parole à Marie-Christine Bordeaux pour d'abord, avant moi, parce que quand même, la Cour, enfin, en ma modeste personne, est présentée comme le commanditaire, mais elle est dans une situation quand même un peu particulière par rapport à des étudiants, c'est-à-dire hors de l'université, et avec vraiment des tâches en réalité de production opérationnelle dans un cadre très particulier qui est marqué par des procédures, des règles, etc., qui sont étrangères au monde des étudiants quand même. Donc je ne voudrais pas que le rappel de tout ce cadre externe perturbe l'appréciation qu'on peut porter sur leur travail. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est très clair et c'est tout le sens des discussions quand on discute de l'ordre de passage. Chère Marie-Christine, accepteras-tu de parler avant Mireille Reyou-Canal ? Oui, bien sûr, je m'adapte, il n'y a aucun problème. Je comprends le sens du souhait qui vient d'être exprimé. Un grand merci. Je vais commencer par me taire et je crois que ce sont maintenant les étudiantes et étudiants qui vont prendre la parole durant 20 minutes. Merci beaucoup. Donc on va pouvoir démarrer. Tout d'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous vous êtes présents dans cette salle et aussi par voie numérique, donc on vous remercie. Je vais tout de suite démarrer par présenter le groupe de travail que nous sommes. Donc, nous avons Neige Bouvet, qui a participé à ce projet, Soline Cadu, juste ici, Pascal Logiudice, Stéphane Gros-Claude et Patrick Liébard, et donc moi-même, Flora Lenormand. Nous sommes très enthousiastes aujourd'hui de vous présenter le fruit de nos 4 mois de travail dans le cadre de notre projet d'expérimentation professionnelle et scientifique, dans le cadre de notre année commune de Master 2 à l'INSEAC du CNAM. Comme vous avez pu le découvrir dans la lecture, dans vos lectures qu'on imagine assez intensives ces derniers jours, notre dossier s'intitule « D'une utopie à une politique publique d'éducation artistique et culturelle, quelle place pour l'évaluation ?» Nous avons choisi le terme d'utopie qui est largement théorisé dans le domaine des sciences humaines et sociales comme une ambition polymorphe qui regroupe l'accès aux pratiques, l'accès aux œuvres et la rencontre, qui sont notamment les piliers de l'éducation artistique et culturelle. Pour répondre à cette question qui nous était posée de l'évaluation de la politique publique de l'éducation artistique et culturelle, nous avons donc entrepris 4 mois d'enquête collective. Et conformément à la demande initiale, nous sommes intéressés à l'accessibilité de l'éducation artistique et culturelle dans les territoires et selon leur diversité, en essayant d'en tenir compte. Nous avons réfléchi au mode de gouvernance de cette politique et nous avons questionné la notion de parcours de l'élève, principalement de la terminale à l'université, pas du tout, de la maternelle à la terminale, excusez-moi. Nous allons aujourd'hui vous présenter 5 étapes de notre voyage qui nous semblent être parlantes et qui méritaient d'être verbalisées devant vous aujourd'hui. À l'issue de cette présentation, les membres du jury, il y aura avec vous un temps d'échange et de questions auxquelles nous répondrons avec grand plaisir, évidemment. En guise d'introduction, dans les annexes qui sont présentes sur les tables du jury, que l'auditoire n'a pas sous les yeux, mais en page 2, vous allez pouvoir trouver un essai d'explicitation de notre travail dans un format qui s'appelle le facile à lire et à comprendre, parce qu'une grande question qui nous a guidés tout le long de notre enquête, c'est à qui nous adressons-nous et comment peut-on rendre accessible la politique publique d'éducation artistique et culturelle. Donc bien évidemment, notre travail s'adresse donc à vous, les membres du jury et de l'auditoire, mais il nous semblait important de préciser que l'éducation artistique et culturelle s'adresse aussi aux personnes qui la font vivre et aux personnes qui en bénéficient. Donc c'est pour ça qu'on a réfléchi à comment peut-on parler d'une enquête autour d'une politique d'évaluation d'une politique publique à un maximum de personnes. Nous avons donc, comme je le disais, réfléchi à la question de l'accessibilité en essayant de nous intéresser un maximum à l'ensemble du territoire national, qu'il soit métropolitain ou ultramarin. Ça a été le terrain de jeu de notre travail et on a essayé en tout cas de questionner les modalités d'existence des politiques publiques sur ces territoires en essayant de tenir compte de leur diversité, bien sûr.
On est également parti à la recherche des modalités de gouvernance de cette politique publique en fonction des territoires et en fonction des échelons, que ce soit dans le monde éducatif, dans le monde culturel, mais aussi d'essayer de balayer un peu tous les domaines qui sont concernés par cette politique publique. Et enfin, nous nous sommes questionnés sur la notion de parcours d'élèves dans cette politique publique d'éducation artistique et culturelle. Donc tous ces éléments assez riches, ils nous ont amenés aujourd'hui devant vous pour retracer ce parcours. Et je vous propose tout de suite de partir en direction de notre toute première carte postale. Merci Flora. Alors écoutez, là, moi je vais vous emmener dans l'estuaire de la Loire, donc entre Nantes et Saint-Nazaire, à Paimboeuf. C'est une petite commune rurale où l'artiste Kinya Maruyama a réalisé son jardin étoilé. Nous avons choisi d'évoquer cette œuvre d'art, car selon nous, elle symbolise à elle seule la définition mouvante, complexe de l'EAC, et ce caractère insaisissable, fuyant, dit du coup les difficultés pour construire une grille d'évaluation unique de l'EAC. Lorsque nous regardons le jardin étoilé, nous voyons d'emblée que l'installation de Maruyama se caractérise par un foisonnement. Foisonnement des matériaux, des formes, des paysages, des lectures, et invite à une diversité d'usages, donc de la promenade au land art, et puis bien sûr à la mise en place de projets d'éducation artistique et culturelle. Comme le jardin étoilé, en fait l'EAC se définit aussi à travers ce foisonnement. Foisonnement des dispositifs, ateliers artistiques, classes APAC, jumelage, résidence d'artistes. Pluralité des domaines avec le patrimoine, la musique, la lecture, le cinéma, le spectacle vivant, etc. Une variété de formats, expositions, chorales, visites, vidéos. Un éventail de moyens aussi, sonores, plastiques, numériques, et puis une foule de partenaires. Donc on le voit, il est bien difficile de donner un contour précis, unique de l'EAC. Comme le jardin étoilé, qui est édifié dans la confluence de l'estuaire, l'EAC est aussi au croisement en fait, des territoires, mêle les genres et invite par exemple l'éducation au développement durable ou alors l'éducation morale et civique ou l'éducation aux médias et à l'information. Et ça reste interdisciplinaire et pluridisciplinaire. Dans ce métissage, la charte de l'EAC offre bien un cadrage qui précise les modalités de mise en œuvre d'une action EAC avec les 3 piliers, je le redis, donc la rencontre, la pratique et l'acquisition de connaissances. Mais la charte ne donne pas de définition de l'EAC. Donc comment évaluer un objet aussi difficile à définir ? Est-ce qu'on doit mener une évaluation quantitative, par exemple en mesurant le nombre d'élèves, le budget, la durée de réalisation, ou doit-on réaliser une évaluation qualitative qui mesure la pertinence du projet, mais qui définit la pertinence, le dispositif mis en place, les effets sur les élèves. Donc on le voit, la construction d'un référentiel d'évaluation reste difficile à construire. Et de fait, il ne peut y avoir d'outils d'évaluation clé en main. Mais retournons une dernière fois là, dans le jardin étoilé de Maruyama, au plus près de la classe, par exemple, au plus près des élèves, pour affirmer que en fait, dans la réflexion que nous avons menée sur l'EAC, nous avons retenu qu'il fallait surtout placer l'élève avec ses acquis et avec sa singularité au cœur d'une méthodologie de l'évaluation, en accompagnant les acteurs, les partenaires de l'EAC dans la construction de leurs projets et surtout en les formant à cette culture partagée de l'évaluation. Merci Pascal. Nous poursuivons ce voyage en EAC en nous intéressant à la communauté d'agglomération d'Amiens Métropole dans la région Hauts-de-France. Amiens dispose de nombreuses ressources culturelles et patrimoniales. 2 exemples ont été choisis parmi tant d'autres pour illustrer cette carte postale qu'au passage je remercie Neige d'avoir réalisée. Force à gauche, avec un site naturel remarquable, les Ortillonnages. Il s'agit de 300 hectares de jardins sur l'eau en plein cœur de ville, des parcelles maraîchères, des jardins d'agrément propices au ressourcement, mais aussi le lieu d'un festival qui propose chaque année un voyage artistique et paysager. Surtout un parcours exemplaire dans la mesure où les problématiques d'EAC et d'EDD s'entrecroisent,
permettant de questionner, de révéler un site emblématique, de soutenir la création contemporaine, de valoriser et préserver l'héritage culturel, tout en accompagnant la prise de conscience environnementale, sans compter les différentes démarches d'inclusion sociale par l'emploi et l'insertion qui concrétisent un projet culturel partagé avec les habitants et les visiteurs de la région. Faiblesse à droite, la tour Perret, conçue en 1942, classée monument historique, qui participe à la labellisation Ville ou Pays d'art et d'histoire attribuée à Amiens, au titre de son engagement dans une politique de sensibilisation des habitants, des visiteurs et du jeune public à la qualité du patrimoine, de l'architecture et du cadre de vie. Ici, il est moins évident d'identifier une véritable politique de connaissance ni d'affirmer des dynamiques d'appropriation et de valorisation artistique et culturelle. En 2021, la direction de l'action culturelle et du patrimoine d'Amiens Métropole s'est engagée dans une démarche d'état des lieux des actions culturelles menées sur son territoire, de manière à aboutir à un schéma de l'éducation artistique et culturelle tout au long de la vie, conçu avec les partenaires de l'État, DRAC et Éducation nationale. D'ores et déjà engagé dans différents partenariats avec le ministère de la Culture, notamment dans le cadre d'une convention territoriale pour l'éducation artistique et culturelle, c'est dans une ambition volontariste à l'endroit de la connexion des arts et de la culture avec ses habitants, intégrant par ailleurs dans sa démarche différents dispositifs nationaux prioritaires tels que les quartiers populaires de la ville et les cités éducatives, qu'Amiens Métropole s'est engagé dans la candidature à la labellisation 100% EAC. En attendant les résultats qui ne sauraient tarder, des objectifs ont d'ores et déjà été établis en conformité avec les exigences du cahier des charges du label fixé par le Haut Conseil de l'EAC, lesquels objectifs recoupent nombre de nos réflexions et rejoignent plusieurs de nos propositions, ainsi l'EAC comme objet d'observation et d'évaluation, l'EAC comme laboratoire de recherche et enfin l'EAC comme sujet de partage et de formation. Partons de l'article 1 de la charte de l'EAC. L'éducation artistique et culturelle doit être accessible à tous, et en particulier aux jeunes au sein des établissements d'enseignement, de la maternelle à l'université. Donc là, on se rend compte que le principe d'égalité est un axe prioritaire au sein de l'EAC. Mais on a pu constater, à travers nos recherches, que l'on rencontre encore des disparités entre les territoires ruraux et les territoires urbains, et précisément concernant la mobilité. Pour que tous les élèves puissent garantir d'un parcours et des projets EAC, le coût financier des transports doit être assuré par les établissements. Donc prenons l'exemple. Sachant que le coût de la location d'un car pour une trentaine d'élèves vaut 500 €, donc soit 16 € par enfant. L'acquisition d'un car scolaire représente quant à lui 80 000 €. Donc les établissements doivent être en mesure d'assurer ce coût qui est parfois trop onéreux. Même si certains départements ont mis en place un dispositif d'aide à la mobilité comme Caravelle signé en novembre 2023 dans la région Haute-Marne, la notion de mobilité continue de représenter une entrave dans les territoires ruraux ou les plus éloignés à l'échelle nationale. Donc là, je vous emmène à La Réunion, territoire sur lequel je me suis rendue en 2023 lors de mon stage. La Réunion, c'est un territoire ultramarin français situé dans l'océan Indien, d'une superficie de 2500 km, avec une géographie très contrastée. Donc on a une zone qui s'appelle les hauts, qui est plutôt montagneuse, et les bas le long du littoral. Au sein de la région, l'EAC a une place très importante et en développement. Donc on peut prendre l'exemple notamment du dispositif Guétali que je vous ai présenté dans le dossier que je vais vous présenter ici rapidement. Donc Guétali, ça vient d'un nom, c'est des petites cases créoles à La Réunion qui sont dans les rues et qui servent à observer les passants. Et ils ont repris ce nom pour représenter ce dispositif régional réunionnais. Donc le Guétali, il a émergé en 2018 et se positionne parmi les collectivités les plus proactives en France en matière de soutien aux acteurs culturels, aux salles de spectacle vivant et pour les offres muséales.
Cependant, la question de mobilité reste un frein au développement et à l'extension de l'EAC au sein de la région, parce que comme en métropole, il y a des zones dites oubliées de cette politique. Donc là, au sein de la Réunion, on a Salazie, par exemple, qu'on voit en photo, qui est dans les zones montagneuses dans les Hauts. Et on a aussi tout l'est de l'île de la Réunion, qui est la côte sauvage. Donc c'est pourquoi Guétali essaie de pallier à ces manques en faisant venir des artistes dans des lieux isolés, peu fréquentés, dits tout-terrain, et afin que toute personne puisse garantir d'un accès aux projets culturels et artistiques. À l'avenir, développer l'EAC itinérant est une piste à explorer si nous prenons en compte ses bénéfices face aux problématiques en lien avec la mobilité, et garantir une aide financière déployée sur le plan national qui se déclinerait au niveau des régions, des départements et qui impliquerait le ministère des Transports pourrait être envisageable. Donc là, on se rend compte que la mobilité reste un point essentiel à aborder comme indicateur au sein de l'EAC et qu'elle doit compter également dans l'évaluation réalisée sur les politiques artistiques et culturelles. Donc, je vous propose maintenant de vous rapprocher de Guingamp en allant prendre un bain d'air marin dans la communauté de communes d'à côté, Lannion-Trégor Communauté. Il y a quelques mois, cette communauté de communes, comme un certain nombre d'autres, s'est dotée d'une chargée de mission EAC tout au long de la vie. Ce type de profil nous semble essentiel pour la coordination et l'évaluation de la généralisation de l'EAC pour plusieurs raisons. La première est que les EPCI, établissements publics de coopération intercommunale, permettent une incarnation des politiques publiques proches des territoires. C'est une taille qui permet d'avoir une vision fine des actions et de leur qualité, ainsi que de veiller et d'accompagner l'objectif de l'accès à tous et toutes à l'EAC. Cette observation pourrait également permettre la construction de parcours d'élèves cohérents. Les personnes travaillant dans ce type d'établissement ont une connaissance des forces, des enjeux et des contraintes de leur territoire. Leur proximité peuvent faciliter la mise en relation des acteurs culturels au sens large et des structures, notamment scolaires, accompagnant les bénéficiaires. Un accompagnement dans le 100% EAC, qui, même si l'enquête de la Cour des comptes s'intéresse aux 3 à 18 ans, doit pouvoir viser tous les publics. En effet, les projets d'éducation artistique et culturelle sont de beaux terrains pour créer des ponts et un narratif commun entre les différentes composantes d'une société à taille humaine. La taille de ces communautés de communes permet de plus une flexibilité des projets et un lien avec un territoire, ce qui garantit que la généralisation de l'EAC ne soit pas trop institutionnalisée et que les valeurs d'émancipation collective chères à l'éducation populaire, porteuse première de l'utopie liée à l'éducation artistique et culturelle, continuent d'exister. Enfin, la récolte du ressenti des bénéficiaires, qui sont des données précieuses via l'observation des restitutions de projets, par exemple, et l'analyse sur le temps long de l'impact de ces dernières, est possible à ce niveau. C'est pourquoi s'intéresser à ces personnes, dans le cadre de l'enquête, nous semble pertinent. Elles peuvent servir de porte d'entrée sur les territoires et permettre une connaissance historique de l'existant. À cette étape de notre voyage, nous n'avons pas épousé la même vision de ce qu'est l'EAC. Nous sommes tous conditionnés par notre parcours, notre éducation, notre métier, voire nos propres intérêts. Et c'est là toute la difficulté de cerner l'EAC dans sa finesse et sa subtilité, mais aussi ses tensions. Le travail en groupe est une expérience délicate dont certains d'entre vous pourraient témoigner, je crois. Mais rassurez-vous, nous n'en sommes pas venus aux mains et nous en sommes plutôt bien sortis humainement. Toujours est-il que chacun fera des hypothèses différentes sur la prise en compte de telle action, projet, pratique, discipline, convention, financement, etc. À l'échelle nationale, les tensions sont du même ordre. Entre le Haut Conseil qui ne bénéficie pas d'une juste reconnaissance alors qu'il a su faire consensus avec la charte et qu'il pilote à présent le label 100% EAC, que personne ne remet en question,
Avec le duo de ministères de tutelle qui se positionne sur le volet pédagogique pour l'un et sur l'artistique pour l'autre, tel un duo de charme, tantôt à la Pierre Dac et Francis Blanche, Shirley Dino, Palma de la Roque, Samantha ou Chantal, ou d'autres, je vous laisse choisir. Avec la troisième pointe du triangle, que constituent évidemment les collectivités territoriales, lesquelles se débattent entre compétences obligatoires, partagées et projets de territoire. Sans oublier bien sûr les lycées agricoles, les secteurs de l'éducation populaire et de l'économie sociale et solidaire, lesquels bénéficient aussi de financements publics, fort heureusement, même s'ils sont moindres. Ainsi que l'ensemble des parties prenantes de cette politique interministérielle qui contribuent chacun à leur niveau à l'EAC. Comme vous le voyez, une telle enquête engage sur un sujet polysémique et sur un temps long, à l'heure où la politique publique de l'EAC se généralise et tente à se structurer. Il est donc indispensable de porter un projet d'enquête ambitieux sur les plans stratégiques et politiques pour des résultats et des préconisations à la hauteur de l'expertise et des attentes respectives et conjointes de la Cour des comptes et de l'INSEAC. Notre exploration des territoires se poursuit par conséquent sur deux chemins parallèles et qui s'entrecroisent, avec une évaluation à dimension multiple telle Shiva, rétrospectivement, avec une photographie statistique sur les 10 dernières années, pour disposer enfin d'une vision la plus exhaustive possible de l'EAC dans sa diversité. Et d'un point de vue prospectif, avec une observation longitudinale qualitative, avec une constitution de cohorte sur un cycle de 9 à 12 ans, selon l'option choisie. La première voie, la photographie, nécessite une vaste exploration des financements publics d'une dizaine de ministères, dont le nombre exact est difficile à fixer eu égard à l'évolution des portefeuilles ministériels sur la dernière décade. Elle ne peut en tout cas se contenter de l'analyse des comptes publics de nos deux protagonistes, culture et éducation nationale. Pour la seconde voie, l'évaluation qualitative, nous avons donc imaginé la construction de cohortes avec une première évaluation à l'occasion de cette enquête au niveau du cours préparatoire, puis une évaluation aux années charnières du parcours scolaire, c'est-à-dire en 6e, en 3e et au niveau du bac et des diplômes équivalents. Les modalités d'enquête se basent sur une de nos priorités principales, le point de vue des bénéficiaires, avec un échantillonnage de 12 territoires répartis sur 4 régions. La volumétrie de ce projet est conséquente et un travail de clarification de ce qui relève ou non de l'EAC sera nécessaire pour avoir une représentativité de l'échantillon avec des bénéficiaires et des non-bénéficiaires, ces derniers que l'on trouvera sans doute en majorité parmi les enfants non scolarisés, du voyage, hospitalisés, sous main de justice, etc. Nos préconisations comprennent également une proposition d'élargissement du comité de pilotage, sans doute pas au même niveau et en complémentarité avec le comité scientifique, et la prise en compte des 3 axes en matière d'EAC, l'environnement du temps scolaire, la singularité du parcours de l'élève tout au long de la vie, et les dynamiques d'engagement des parties prenantes. Des préconisations s'adressent plus particulièrement à l'INSEAC dans le cadre de sa mission de recherche en lien avec le master auquel nous participons. En décidant de cette enquête, la Cour des comptes a peut-être soulevé un lièvre, sans imaginer se retrouver dans une basse-cour ou une cour d'école. Je vous laisse choisir. Il n'empêche que l'ambition de ce projet conforte la Cour des comptes dans sa mission de contrôle, dans une démarche pédagogique et une dimension artistique inédite. Confirme l'INSEAC en tant qu'observatoire de l'AC en France, valide l'adresse à l'INSEAC dans sa légitimité de travailler aux côtés de la Cour des comptes et permet d'instaurer un partenariat à long terme prometteur entre Cour des comptes et INSEAC. Nous arrivons donc à la fin de notre voyage. En guise de fin, nous tenons quand même à faire le tour des remerciements suite à ce travail. Donc, tout d'abord, merci à l'INSEAC et à toutes les personnes qui le représentent au quotidien pour les mois de travail à leur côté, et puis leur confiance dans notre parcours et dans cette recherche principalement. Nous remercions aussi la Cour des comptes et particulièrement Madame Rioux Canal pour son accueil le 6 octobre 2023 et son accompagnement. Cette traversée de l'histoire de l'EAC et son implantation nous a offert un pas de côté pour observer nos pratiques professionnelles ou personnelles en EAC et d'en comprendre plus finement les enjeux.
Mille merci aux personnes ressources rencontrées sur notre chemin, des enseignants-chercheurs, des professeurs, des ingénieurs passionnés qui transmettent leur savoir et expérience avec beaucoup de générosité, mais aussi d'humour. Et dédicace à Johanna, Béatrice, Nicolas, Michael, les forces tranquilles dont la qualité d'écoute et la gentillesse complètent si bien leur professionnalisme ainsi que leur efficacité. Merci à l'équipe doctorante dont Zoé, Justine et Zeyou pour leur aide tous les jeudis et même hors temps, hors les jeudis, pour leur bienveillance et de nous avoir tenus jusqu'au bout. Merci aux 40 personnes qui ont répondu à nos questions dans le cadre de projets d'expérimentation professionnelle et scientifique. Elles sont trop nombreuses pour être citées, mais leur nom est dans le livret, donc lisez-le. Merci également pour toutes les contributions directes et indirectes dont nous avons pu bénéficier par un nombre incalculable et inestimable de rencontres, d'échanges et de contributions à notre réflexion. Merci pour votre attention. Et donc, dans les remerciements, je vais adresser un remerciement au jury qui vous a aussi écouté. Je vais passer la parole. Élu ? Oui. Voilà. Merci beaucoup pour cette soutenance que j'ai beaucoup appréciée. J'ai trouvé que l'utilisation des cartes postales était une assez bonne idée pour mettre un petit peu en relief justement l'idée de territoire. Donc voilà, c'était une soutenance très très agréable et très professionnelle. Merci beaucoup aussi pour ce rapport très très dense que vous nous avez rendu et que j'ai mis beaucoup de temps à lire, ça c'est sûr. Mais c'est un travail de qualité, ça c'est sûr. Et du coup, moi je vais surtout parler au nom de Philippe Abgral qui m'a fait en fait un retour sur le volet budgétaire sur lequel il vous a accompagné. Donc je vais le lire. Hein. Donc il dit « Bonjour à tous, ne pouvant pas être présent à cette soutenance, travail remarquable, à mon avis, et imposant pour rassembler une foule d'informations sur le sujet. Cela devrait apporter une bonne base pour l'équipe de recherche à mettre en place. Le travail sur le budget est cohérent et pourra servir de base de travail à la contractualisation pour ce programme. Ce budget ne met pas en évidence la part des coûts de chacun, Cour des comptes INSEAC, excepté les ressources humaines. Le parti a été pris de globaliser l'ensemble car il leur manquait des éléments concrets de répartition des charges. Cela restera à préciser bien entendu dans le cadre de la collaboration. Il manquerait éventuellement des éléments relatifs aux éventuels coûts liés aux frais de labo, mais c'est un travail très abouti et toutes mes félicitations, Philippe. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voulez faire des retours, il n'y a pas forcément de questions, donc si ça vous va, je passe la parole à Aurélia. Et merci encore. Bonjour à tous et toutes. Alors tout d'abord, je voulais saluer le courage dont vous avez fait preuve pour produire ce document incroyable de plus de 200 pages. Donc c'est pas comme si vous n'aviez que ça à faire. Donc bravo déjà pour ça. Je précise hors annexe, parce que j'ai lu aussi les annexes. Donc merci de nous avoir donné autant de travail. Voilà, mais on est allé au bout de l'exercice. Alors plusieurs remarques. Alors, moi, j'avais déjà une question sur le choix de l'utopie. Vous y avez un peu répondu, le choix du terme utopie. Mais je me demandais si le choix du mot utopie, c'était sous le sens d'une vue politique qui ne tient pas compte de la réalité ou d'un projet qui paraît irréalisable. Donc ça, c'était une première réflexion. Parce qu'en fait, on voit bien dans la façon dont vous étayez et l'état des lieux que vous menez, la richesse de cette politique publique, en fait. Et ça explique aussi pourquoi il y a quasiment plus de la moitié du rapport qui est consacré à l'état des lieux. Petite remarque, j'ai été un peu vexée que le campus des métiers et des qualifications ne soit pas cité. Vous avez quand même le campus des métiers et des qualifications de l'EAC, le seul en France, qui a aussi un rôle dans les politiques publiques, qui est soutenu par la Première ministre, etc. Donc, je soulève que c'est un manque dans votre rapport et que ça, c'est important, qu'il y ait un réseau thématique national des campus des métiers et qualifications des industries créatives qui ont toutes dans leur axe l'EAC. Et ça, c'est en train de se déployer. Donc, il faut absolument que vous puissiez compléter. Et j'en profite pour faire passer le message à la Cour des comptes, parce que les campus peuvent être une source d'information, ou en tout cas un outil, tout du moins un outil. Donc voilà, ça c'est le premier élément. Attendez, j'ai pris des notes, parce que
Ensuite, un peu sur la forme. Je reviendrai un peu sur le fond, mais sur la forme, comme vous le savez, je suis directrice opérationnelle. Donc, j'aime bien que les supports soient assez, tout de suite, on va dire, exploitables. Et moi, ce qui m'a manqué, en fait, dans le rapport, c'est peut-être des synthèses à chaque partie pour un peu comprendre le cheminement et où vous vouliez en venir. Ça, en gros, essayer de nous aider aussi la facilité de lecture. C'est quelque chose qui est très dense. Alors, bien sûr, c'est très, très riche. C'est une source documentaire incroyable et qui va beaucoup aider la Cour des comptes pour son travail, pour la suite de ses travaux. Mais c'est vrai que ça manque un petit peu de liant et de synthèse sur chaque partie pour qu'on comprenne un petit peu votre cheminement et comment vous arrivez à vos préconisations, etc. Donc ça, c'est un manque sur le support. Enfin, alors, autre élément, moi je me suis interrogée, mais vous connaissez mon appétence pour le volet économique. L'évaluation économique. Enfin, j'ai rien vu sur le volet économique. L'EAC crée des emplois, il y a des filières qui s'organisent, ça a un impact sur les industries créatives et culturelles. Il y a de plus en plus de formations qui vont y mettre, et d'ailleurs les campus des métiers ont ce rôle de mettre des options, des spécialités, des colorations en EAC sur un certain nombre de formations. Ça, c'est aussi un levier de performance, je le dis, et donc ça n'apparaît pas. Et je trouve que dans l'évaluation, c'est aussi important de le mettre de le faire ressortir. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Et puis un dernier point. Oui, la question que je me posais, c'était sur l'outil et les instruments d'évaluation. Donc je me dis, je trouve que je n'arrive pas bien à voir en fait les outils et les instruments que vous allez utiliser. Alors, j'imagine que c'est la méthode de la Cour des comptes avec son questionnaire très poussé. Dans une ancienne vie, j'ai été contrôlée par la Cour des comptes, donc je sais ce que c'est. Mais c'est un contrôle. Alors là, c'est pas tout à fait la même chose. J'ai bien compris que c'était un travail plus partenarial. Et j'ai écouté le podcast que j'ai trouvé très bien, très intéressant. Et j'ai regretté qu'il n'y ait pas plus d'éléments de votre podcast dans votre rapport papier. Voilà. Donc ça, c'est... Voilà, j'ai un peu le mauvais rôle, je dis toutes les pistes, mais voilà. Donc, voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire globalement, mais encore une fois, bravo. Je sais que vous avez beaucoup travaillé, que ça n'a pas été simple, et je vous souhaite bonne suite. Donc moi, je prendrai la parole juste pour vous répondre sur le plan de l'utopie. En fait, on trouvait que la figure de Sisyphe dans cette commande s'imposait par la difficulté en fait d'une évaluation portée à l'EAC, et puis justement cette nécessité de dresser un état des lieux pour voir où on en est et pour voir dans ce cheminement vers le sommet de l'EAC et voilà comment on hisse cette évaluation tout au sommet pour... Et je voulais juste ajouter que dans le mot utopie, je reprends juste Théodore Monod qui dit « L'utopie, ce n'est pas ce qui est irréalisable, mais c'est ce qui reste à réaliser. » Et voilà, c'était dans ce sens-là aussi qu'on... Voilà, donc en fait, on a utilisé ce mot utopie dans ce sens-là en disant que l'EAC, c'est ce qui reste encore voilà, dans ce cheminement-là. Je vais essayer de répondre point par point aux questions et tout ça. Mais moi, je vais répondre sur la partie forme, quand vous parliez des synthèses. Effectivement, on ne les a pas forcément mises en avant, parce que le déroulé, c'est pas forcément fait dans la façon dont il vous est présenté. Toutes les étapes, ça a été re-agencé avec forcément le temps de travail. Même si le 4 pages que vous avez sur le bureau essaye de faire cette synthèse-là, mais effectivement, il serait peut-être à intégrer différemment dans le dossier pour faciliter la lecture et la rendre encore plus fluide. Et la deuxième réponse que je vais essayer d'apporter, c'est sur l'évaluation plutôt économique, dans la mesure où aucun d'entre nous n'était particulièrement spécialisé en économie ni particulièrement spécialisé en budget. On a réfléchi à comment on fait un budget d'enquête, en l'occurrence d'un partenariat. Mais c'était un vrai choix de notre part de ne pas forcément se focaliser dans ça pour ne pas justement tomber dans des domaines où nos compétences s'arrêtaient à cet endroit-là.
On a préféré rester sur les domaines qu'on maîtrisait le mieux. Et voilà, c'est la raison pour laquelle l'évaluation économique n'apparaît pas plus que ça dans le dossier. Effectivement, sur la question du campus, c'est un oubli de notre part. Et puis, c'est tout de même parce que nous avions fixé notre état des lieux sur les 10 dernières années jusqu'à la création de l'INSEAC. Et que même si c'est concomitant avec la création du campus, on n'y était pas tout à fait. Sur la question de méthode aussi, effectivement, il y a tout le savoir-faire et l'expertise de la Cour des comptes d'une part, sur tout ce qui est plutôt quantitatif. Et puis, il y a le Living Lab de l'INSEAC. C'est exactement dans cet esprit que nous nous sommes inscrits, d'aller dans les territoires. Alors, une sélection de 12 parce qu'on est quand même limité. On voudrait bien aller à travers toute la France, mais c'est bien dans l'esprit du Living Lab que nous nous sommes positionnés. Merci. Alors, bravo pour les réponses. C'est très bien, parce que ça fait partie de l'exercice aussi. Un dernier point, parce que je repense au podcast, mais je ne vais pas prendre ta prise de parole, mais extrêmement intéressant ce qu'a dit Laurent Wolf, c'est ça ? Non, pas du tout, Lou Wolf, je vais y arriver. Lou Wolf. Moi, c'est vrai que la remarque, en lisant votre rapport, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, c'est un peu intéressant d'avoir un échantillon de X élèves, etc., qu'on va suivre pendant 10 ans, ou voire 20 ans, et qu'est-ce qu'ils vont devenir plus tard, voilà. Et finalement, quel impact ça a sur leur identité, sur la socialisation. Enfin, moi, ça m'a fait penser aux travaux de Claude Dubar, etc. Ça donne envie d'approfondir des travaux de recherche, de thèse, peut-être, sur l'impact identitaire. Il y en a peut-être déjà eu, hein, parce que je ne suis pas une experte de l'EAC, malgré tout, mais en tout cas, voilà, ça m'a donné... Ce travail m'a aussi donné envie finalement d'aller plus loin, de creuser. Et donc ça ouvre aussi, ça répond à votre remarque sur l'utopie, ça ouvre, et donc ça n'est qu'un début. Voilà. Oui, donc c'est Zoé Lagnès qui prend la parole, et je vais prendre aussi la parole pour Raphaël Roth qui m'a envoyé quelques mots sur votre podcast. Donc on va commencer par le podcast. Raphaël m'a envoyé, j'écoute le podcast Cour des comptes, il est remarquable. Les interventions sont pertinentes et éclairantes. Et aussi, il voit à quel point vous avez bien travaillé et à quel point vous avez évolué dans votre réflexion, ce qui est très intéressant. Moi, sur le podcast, ce que j'ai trouvé très intéressant également, c'est que vous avez vraiment intégré votre parcours de réflexion et c'est vraiment très intéressant. J'aurais une petite question sur le podcast, c'est d'où viennent les témoignages dans le podcast ? À chaque fois, vous dites des petites phrases, j'ai l'impression que c'est des enfants qui témoignent. Voilà, donc c'est ma première question. Si ça te va, Neige, je fais tous mes retours et je te laisse répondre après. Ensuite, sur la soutenance, je trouvais que dans le dossier, il manquait un petit peu de vous et de vos regards d'étudiants, de professionnels et de chercheurs. Et avec la soutenance, on a vraiment la plus-value et vos qualités d'observation. Et on sent vraiment que dans chaque carte postale, vous y avez mis de vous. Et c'est vraiment ce qui est très intéressant. Parce que parfois, je trouve que votre dossier, il manque un petit peu de didactique, parce que je sais à quel point vous avez travaillé. Et par exemple, sur certains éléments où je sais que c'est des conclusions de votre travail de recherche, ça apparaît pas assez clairement. Par exemple, page 55, vous parlez de besoin de coordination entre les acteurs. Je sais que c'est un résultat et je trouve ça presque dommage de ne pas pouvoir voir tout le travail que vous avez effectué pour mener à ces résultats-là. C'est pareil également, page 164, sur s'il est admis que l'EAC permet aux enfants d'être plus créatifs. Voilà. Et aussi, j'ai une deuxième question. Vous parlez des années charnières. Pourquoi ne pas choisir la 4e, qui me semble être une année charnière dans la construction et le basculement des pratiques culturelles des enfants, qui commencent à avoir des pratiques de plus en plus autonomes et de beaucoup moins liées à l'emploi du temps créé par les parents, et également parce que pour moi, pour la filière professionnelle et agricole, c'est aussi un point charnière, puisque c'est là qu'on décide si certains enfants se rendront dans des classes prépa métiers. Et aussi, je voulais vraiment souligner qu'il y a un vrai travail sur l'histoire de l'EAC et que c'est vraiment très intéressant, et aussi une qualité vraiment très impressionnante de vos synthèses d'entretien, qui, je trouve, permettent à tout le monde de s'emparer de l'entretien en un regard, ce qui est souvent difficile quand on fait de la retranscription mot à mot. Et du coup, je trouve que la façon dont vous l'avez fait, c'est très pertinent dans le cadre du PEPS. Voilà, donc je voulais aussi vous féliciter pour ce travail de mise en page et de réussir à synthétiser. Et même moi, j'ai lu mon entretien, c'est hyper intéressant de savoir ce qu'on a dit d'un seul coup d'œil. Voilà. Merci beaucoup.
Je vais répondre sur le podcast notamment. Les paroles d'enfants, en fait, c'est des extraits du rapport de la Défenseure des droits qui est sorti il n'y a pas cet automne. Je n'ai plus le nom exact, au loisir et au sport, je crois, où ils sont allés interroger des enfants. Donc, comme c'était une de nos préconisations et qu'on trouvait que ça manquait dans le podcast en règle générale, initialement on voulait faire que ce soit la voix des enfants qu'on entende et enregistrer des voix d'enfants, sauf qu'on n'a pas, ça n'a pas pu se faire. Donc du coup on a enregistré les paroles qu'on a sorties de ce rapport. Je vais laisser Stéphane. Pourquoi pas la 4e? C'est une très bonne question. Personnellement, je ne suis pas très au fait de l'éducation nationale, donc j'ai à l'esprit les périodes d'orientation, essentiellement. La 6e, puisque c'est la fin du cycle et qu'il y a un passage de transition maintenant en 6e. La 3e, parce que c'est la transition vers l'enseignement du second, lycée, BTS ou autre. Je ne savais pas que c'était au niveau de la 4e éventuellement. Voilà, à considérer éventuellement. Bonjour. Non, c'était réparti les paroles et donc je suis censé être bref, ce qui n'est pas mon fort. En fait, moi j'avais des questions. La Cour des comptes a déjà travaillé avec un laboratoire universitaire et avec Techney, il y a un rapport que vous avez dû avoir un tout petit peu en tête. On voit que vous avez fait aussi des choix forts de présentation et parce qu'ils sont partis de ce que vous êtes et de vos compétences. Et ça, je trouvais que c'était à la fois très bien et ça marquait aussi quelque chose d'un point de vue que certains vont décrire comme axiologique. C'était la question, c'est critique, compréhensif. Hier, on disait amélioratif. Et en fait, il y a une chose dont vous ne pouvez pas vous passer et qui est une force. Et votre point de vue, c'est la question, vous êtes aussi des militants de l'ESC. Et ça, on le voit aussi dans ce dont vous portez. Et vous êtes tout le temps en train de vous demander ce qu'il faut dire pour améliorer, critiquer, faire progresser et tenir plein de choses en même temps. Et ça, c'est une position à la fois très complexe qui fait qu'à chaque fois qu'on lit le podcast, là aujourd'hui c'est facile à lire et à comprendre, on se dit mais c'est dommage que ça y soit pas, sauf que votre volume il va faire 600 pages et c'est vraiment ces clés de compréhension qu'on a vraiment dans chaque facette où on se dit c'est dommage que ça y soit pas. Et cette complexité que vous avez décrit, que ce soit la basse-cour, la cour d'école ou simplement l'éducation artistique et culturelle, il faut tous ces endroits-là pour arriver à l'écrire. Je trouve que c'est assez remarquable. Sur la manière aussi, je le dis dans un dialogue, parce que c'est aussi un dialogue dans un jury, le CMQ, il n'a pas été oublié dans la mesure où il est aussi autour de la table par principe, et le seul conseil, c'est que voilà. Et c'était vraiment important de dire que ce sera simplement important de dire ce qu'on sait, ce qui est fait. Il y a un magnifique rapport qui a été porté sur le campus des métiers et qualifications. Est-ce que vous ne faites pas, d'autres le font aussi? Et je pense que c'est ce travail d'équipe-là qui est important, parce qu'on voit bien des points de vue. Et vous avez eu raison de dire que ce n'était pas l'entrée que vous aviez choisie. Et de remettre dans la bibliographie, je ne sais pas s'il est public le rapport ou pas là. Ben, voilà une partie de la réponse. Si le rapport avait été public, vous auriez pu le mettre dans la bibliographie, mais vous êtes tellement prudent que vous faites les choses de manière excellente. Mais c'est important de multiplier ces choses-là. En tout cas, il faudra le faire. Et c'est vrai ce qui vous a été dit, parce qu'évidemment, quand on est en face de vous, en plus, la qualité de votre oral, le calme, la sérénité, c'est vous qui faites le lien, là. C'est juste cette petite chose-là, on le mettra quelque part. Il faut avoir un peu toutes ces choses-là pour circuler. En tout cas, un grand merci. En principe, il n'y a pas de questions, mais vous pouvez quand même répondre. Chère Marie-Christine, je te passe le micro. Oui, merci. Pour quelques minutes, je suppose. Tu me confirmes? Oui. Oui.
Ok, très bien. Bon, écoutez, moi je vous fais 2 bravos. Le premier pour la créativité, puis même la poésie, hein, des choix que vous avez faits pour la présentation. C'est une façon, je trouve, très élégante de se sortir de la difficulté, d'avoir beaucoup trop peu de temps pour parler de choses extrêmement touffues, pas complexes, mais très touffues et très riches. Donc du coup, vous avez utilisé le mode visuel avec tout l'imaginaire associé. Ça permet de dire beaucoup de choses dans un temps restreint. Au niveau du travail que vous avez livré, il y a une belle compilation. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de compilation. Je pense notamment au rapport parlementaire. Vous en citez un, celui de Sandrine Doucet. Il y en a d'autres, hein, mais celui de Sandrine Doucet est très bien fait. Et les rapports parlementaires avaient une de leurs vertus, c'était d'apporter une compilation faite depuis un point de vue qui n'était pas le point de vue des ministères concernés, mais les points de vue des représentants du peuple. Et donc, moi j'ai toujours été très intéressée par les rapports parlementaires, contrairement à certains de mes collègues qui disent « oui, mais en fait c'est des choses qu'on sait déjà ». Oui, l'une après l'autre certainement, mais tout ensemble, non. Donc, du coup, vous avez réuni beaucoup de choses. Évidemment, c'est une compilation qui est actualisée parce que vous y avez mis des thèmes qui n'existent pas dans les compilations précédentes, par exemple la petite enfance, etc., etc. Je vais dire un mot, moi aussi, à propos de l'utopie. Hein. Moi, je vous encouragerais à ne pas l'utiliser, même si j'ai bien compris pourquoi vous l'avez utilisé et les bonnes raisons que vous avez eues de l'utiliser. Malheureusement, il y a aussi des mauvaises raisons de l'utiliser, ce n'est pas les vôtres, ces raisons-là, mais ce sont les raisons d'autres auteurs. Moi, j'ai lu nulle part qu'il y a une utopie de l'action culturelle en prison, une utopie de l'action culturelle à l'hôpital, une utopie de l'enseignement artistique spécialisé. Et je ne vois pas pourquoi on parle toujours d'utopie à propos de l'éducation artistique. En fait, je sais pourquoi. C'est qu'on prend peut-être un peu trop au sérieux des propos d'artistes à propos de l'éducation artistique. Mais lorsqu'il faut parler de politique publique, je ne suis pas sûre que le vocabulaire et la pensée des artistes soient le meilleur vecteur pour analyser et pour se faire comprendre. Et ça fait belle lurette que l'éducation artistique n'est pas une utopie. On peut même dire que c'est une politique d'action culturelle remarquablement ancrée, concrète, diversifiée et durable, hein, puisqu'elle résiste à des changements ministériels, à des réorientations des paradigmes depuis 40 ans. Hein, voilà. Donc, j'ai bien compris votre intention, elle est très bonne et je ne la critique pas. C'est juste l'effet que cela produit, parce qu'aujourd'hui, présenter l'éducation artistique comme une utopie ne correspond pas à la réalité de l'éducation artistique, et notamment de ses ancrages territoriaux. Donc, comme c'est en tête de gondole, en quelque sorte, hein, puisque c'est sur la page, sur la première de couverture, je me suis permis de passer un petit peu de temps sur ce mot. Ensuite, 2 choses. Alors, j'étais très contente que vous ne parliez pas de flou à propos de l'éducation artistique, mais vous parlez en revanche de complexité. Très honnêtement, c'est pas plus compliqué que le pass culture. Je me mets au défi n'importe lequel d'entre vous, laquelle de vous, de me dire par cœur quels sont les montants que peuvent obtenir aujourd'hui les collégiens, les lycéens aux différents âges du collège et de lycée de la part du pass culture, que ce soit sur la part individuelle ou la part collective. Donc on arrive à comprendre le pass culture, je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à comprendre l'éducation artistique. Là aussi, je crois que ce sont des postures et même des effets de langage que certains chercheurs d'ailleurs ont renforcés, parce que c'est vrai que quand on veut se coller à la réalité multiple de l'éducation artistique, il y a une tentation de baisser les bras, parce qu'il y a énormément d'acteurs, il y a beaucoup de dimensions, il y a beaucoup de dispositifs, et disons-le, il y a aussi beaucoup d'objectifs qui sont associés. Donc ça, c'est la vertu de votre travail, hein, vous vous êtes collés à toute cette pluralité, et je dirais que l'éducation artistique n'est pas floue, elle n'est pas utopique, elle est riche, elle est diversifiée, et cette diversité
lui permet de s'adapter à des besoins différents et à des territoires différents. Et l'assistance que vous avez eue sur les territoires, pour moi, c'est vraiment très important et c'est un des très bons aspects de votre travail. Parce que finalement, la question que vous ne posez pas de manière très franche et très directe, mais qui est une question d'actualité à travers le Pass Culture, c'est pour assurer la massification, est-ce qu'il faut la même chose pour tout le monde? Ou pour assurer la généralisation, faut-il une pluralité de dispositifs adaptés aux capacités d'intervention des acteurs culturels ou bien adaptés aux capacités des enseignants? Et on sait que ces capacités ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des enseignants qui partent billes en tête dès qu'il y a un appel à projet et qui sont très vite en capacité de mettre en œuvre des projets. Et puis, il y a l'immense majorité des enseignants hésitants, qui ne se sentent pas compétents, qui ne se sentent pas légitimes, et c'est cela qu'il faut pouvoir encourager, accompagner pour une réelle généralisation de l'éducation artistique. Et donc, je pense que vous pouviez prendre parti, enfin en tout cas examiner ça, parce que c'est quand même dans le paysage sous-jacent de la demande d'évaluation de l'éducation artistique qui devient de plus en plus importante en France. Alors pour m'être collée moi-même en tant que chercheur et précédemment en tant que chargée d'études à la difficulté de l'évaluation de l'éducation artistique, il y a un passage que j'ai apprécié et dont on aura l'occasion de parler avec vous au mois de février, parce que je suis en train de préparer quelque chose pour vous à ce sujet. C'est page 80, avec une petite répétition que je vous signale, page 84. C'est toutes les questions qu'il faut se poser à propos de l'évaluation de l'éducation artistique. Et là, je reconnais assez bien des choses que j'ai écrites et qui vont bientôt être publiées dans ce que vous avez vous-même relevé. Peut-être dire encore plus clairement que très souvent, dans la demande d'évaluation des financeurs, il y a des plans qui sont mélangés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas évaluer selon les mêmes paramètres et dans les mêmes objectifs les effets sur les jeunes et sur les enfants, la qualité du partenariat, la qualité de la gouvernance globale. Tout ça, ce sont des évaluations qu'il faut faire séparément. Vous pouvez avoir la meilleure qualité possible de la gouvernance nationale et locale. Ça ne garantit rien en qualité d'effet sur les enfants et les jeunes. Ça garantit simplement, si ça marche bien, qu'ils y auront quantitativement et de manière très très pragmatique accès. Et donc, voilà, ce ne sont pas les mêmes études que l'on fait s'il s'agit d'évaluer la gouvernance, évaluer la qualité du partenariat, et notamment la qualité de la répartition des choses à faire entre les acteurs locaux, et ce que ça produit dans la vie, et dans la vie présente, et dans la vie future des enfants et des jeunes. Et Stéphane, tu as parlé de voilà, comme ça, des divergences autour de l'EAC. Est-ce que c'est un problème à résoudre? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut annuler les divergences? Ou est-ce que ces divergences sont finalement, en dehors de l'expression de tension, est-ce que ces divergences sont à annuler? Est-ce qu'il n'y a pas un débat permanent à avoir sur les objectifs de l'EAC, sachant que dans l'EAC, chacun cherche à placer ses objectifs, les objectifs des artistes, les objectifs des structures culturelles. Maintenant, il y a les objectifs de la culture scientifique. Il y a maintenant aussi les objectifs de l'éducation aux médias. Et donc, maintenir un dialogue et, comme le disait Jean-Gabriel Carasso, bien considérer l'éducation artistique comme une situation dialectique. Et qui doit rester dialectique parce qu'on ne pourra jamais être tombé complètement d'accord. Alors, peut-être que dans votre recherche bibliographique, il n'y en a pas beaucoup à la base déjà, il n'y en a pas énormément dans votre rapport, d'avoir été plus attentif aux tentatives qu'ont faites des experts et des chercheurs d'évaluation de politique d'EAC et notamment de politique territoriale. Parce que votre attachement au territoire, moi je le valide complètement,
ce qui à un moment donné permis à l'éducation artistique de perdurer aux difficultés posées par les changements ministériels, ce sont vraiment les territoires. Donc pour moi, ça c'est quelque chose de tout à fait important. Et comme il faut faire bref, je voulais vous proposer une proposition à ajouter à vos propositions. Lorsqu'il y a une évaluation sur le temps long, vous parlez de cohorte, mais vous parlez aussi d'évaluation longue de la gouvernance, peut-être insérer dans vos propositions la nécessité de faire au moins un séminaire annuel des chercheurs, des experts et des acteurs, justement pour maintenir la discussion vivante et contradictoire sur la démarche d'évaluation et ce qui est attendu de l'évaluation. Voilà, on ne peut pas tout dire et rendre compte de tout ce que j'ai noté en vous lisant. Et je vous félicite pour l'ampleur de ce travail, pour cette compilation que vous faites, qui va être utile. Elle m'est utile, j'ai repéré un travail grâce à vous que je ne connaissais pas. Donc vous voyez que c'est tout à fait utile. Et je crois qu'il y a un travail à poursuivre sur les préconisations à faire en matière d'évaluation des politiques publiques et de toutes les autres dimensions de l'éducation artistique. Donc du coup, j'ai une question à vous poser. Voilà. C'est peut-être un peu frustrant, je peux vous en poser, mais j'ai peur d'être trop longue. On peut déjà vous remercier pour tous vos retours et toute la richesse en fait de ce que vous venez de nous partager. Et voilà, après si vous avez une question, n'hésitez pas. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ces retours et puis toutes les vigilances et propositions supplémentaires que vous nous avez faites, qui, je pense, nourrissent pas mal de choses aussi. Donc merci. Peut-être globalement, nous avons sans doute sous-estimé l'ampleur du travail dans lequel nous nous sommes engagés. Nous aurions souhaité développer beaucoup plus d'exemples de développement qui sont dans les annexes, et notamment un sur lequel je reviens, puisque quand tu parles, Marie-Christine, de colloques avec les chercheurs, on est même allé plus loin, parce qu'avec tout le volet Europe, on a même exploré les questions de l'international avec l'UNESCO, avec tous les liens qu'il peut y avoir, Séoul, Lisbonne, etc. Et puis, une des propositions qui a été faite, c'était un colloque international qui puisse permettre de porter la spécificité de cette politique publique française auprès non seulement de l'Europe, mais des réseaux internationaux, que ce soit d'acteurs de l'EAC et de chercheurs. Moi, je voulais juste répondre à la fois à Damien, mais rapidement, parce que dans l'aspect amélioratif, c'est aussi l'explication de notre présence ici, à l'INSEAC. Enfin, moi, en tout cas, dans un parcours professionnel, cet arrêt que je fais, c'est aussi cet engagement à redire, en fait, notre valeur qu'on porte à l'EAC. Et justement, peut-être pour répondre à Madame Bordeaux, en fait, l'idée de l'utopie, c'était aussi de souligner que vouloir simplifier, homogénéiser, rendre moins foisonnant l'EAC, c'était justement ça en fait l'idée d'une utopie, la négative, c'est-à-dire qu'en fait si on la réduit, si on la sclérose, cette EAC telle qu'elle est vécue aujourd'hui, elle va perdre son efficacité, et c'était la défense de ce foisonnement en fait peut-être, j'ai l'impression qu'on voulait mettre en valeur, et qu'elle reste justement dans cette pluralité, dans cette diversité, et qui touche au territoire, qui touche aux gens au plus près, pour qu'elle reste vivante et active, quoi. Donc voilà, peut-être que c'était aussi ça, ce travail sur le mot utopie, dans le sens de dire que ça devait rester, même si c'est quelque chose d'inaccessible, mais c'est aussi ça qui fait la richesse de... Voilà. Oui, je comprends très bien votre argumentaire, mais ce à quoi je suis attentive, c'est ce que ça produit. C'est-à-dire que dans l'imaginaire et dans le sens commun, l'utopie est un monde qui n'existe pas. Et donc, je trouve que c'est une forme de coquetterie de langage qui est particulièrement mal adaptée à l'objet,
pas une coquetterie de langage chez vous, hein, une coquetterie de langage chez des auteurs que vous avez pu lire. Et cette chose a bien été comprise, Marie-Christine. Il faut que j'allume le micro. Oui, et vraiment sur... et ça a bien été compris, Marie-Christine, et dans l'éditorialisation, on verra aussi comment le référencement apparaît et sur l'intertextualité. Voilà, pour le dire le plus simplement. Et je serai là pour vous accompagner sur cette petite chose, mais qui est très importante. Parce que c'est vraiment aussi comment on choisit d'être lu. On parlait d'autres documents. Voilà. Est-ce qu'on peut vous donner la parole, Madame Rioux-Canal, parce que je crois... Oui, voilà, si cela vous convient. Moi, je vous entends. Je crains qu'il faille se passer d'image, même si c'est très frustrant. J'ai essayé de rétablir la caméra, mais il y a un blocage dans la sécurité de mon ordinateur, et je crois qu'il faudrait que je le redémarre pour en sortir. Donc, comme je n'ai pas voulu interrompre cette connexion, tant pis, j'ai renoncé à l'image. Donc j'espère que vous me pardonnerez. Évidemment, je voudrais me joindre au concert de louanges qui s'adresse à nos auteurs parce que j'ai lu leur rapport. Je suis désolée, je n'ai pas eu le temps d'écouter le podcast depuis qu'il m'est parvenu. Je l'écouterai après. Je vous en ferai éventuellement retour par un petit message. En tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait une grande qualité des supports pour ce que j'ai lu, à la fois sur le résumé et sur le rapport lui-même. Et je dois vous dire que moi, j'ai appris des choses en vous lisant. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et je pense que tout l'aspect de recherche documentaire que vous avez assumé est très, très intéressant, très complet. Alors, moi, j'ai été séduite par votre titre, en fait. J'ai trouvé que c'était très parlant. Je vais quand même vous le dire parce que je comprends le propos de Madame Bordeaux. Pour autant, comme j'ai saisi le sujet, il me semble que l'éducation artistique et culturelle, elle a pour objet central en tout cas c'est comme ça qu'on présente la politique publique, de réduire les inégalités culturelles. Et ça, c'est vraiment la politique phare pour le ministère de la Culture, surtout en matière de démocratisation culturelle. Et en fait, cette démocratisation culturelle, c'est vraiment un horizon. Et au fur et à mesure qu'on avance, parce que l'utopie, ça ne veut pas dire qu'on ne progresse pas, on progresse, il y a énormément de choses qui se font. On a vu dans ce que vous avez présenté toutes les dimensions bien réelles de cette politique, mais quand on avance, l'horizon recule au fur et à mesure qu'on avance. C'est ça, c'est-à-dire que l'idée d'universalité absolue et surtout le slogan politique du 100% ESC, ça a quand même quelque chose de relativement inatteignable. En tout cas, il est difficile de se dire qu'à un horizon, disons, palpable, on va véritablement parvenir à donner accès à tous les enfants, tous les jeunes, au même niveau à la culture. Voilà. Alors, ceci étant dit, je crois qu'il y a un aspect que j'aurais bien aimé voir davantage peut-être dans la manière dont vous présentez l'EAC, c'est que c'est quand même la victoire de l'idée qu'il ne suffit pas en matière culturelle d'avoir une politique de l'offre pour que l'accès à la culture fonctionne. C'est-à-dire que la politique culturelle dans notre pays, elle a beaucoup été fondée sur l'offre, les équipements de toutes sortes. Et l'EAC, c'est le rétablissement des droits de la médiation culturelle. L'idée que, voilà, il suffit pas, on n'accède pas à la culture de plein pied si on n'y est pas préparé. Et que l'éducation dans ce domaine est absolument fondamentale. Alors peut-être que pour vous et pour tous ceux qui vous entourent à l'INSEAD, c'est une évidence. Moi, je ne me rends pas compte. Mais en tout cas,
Si on doit en parler à un public très large, je crois qu'il faut beaucoup insister sur le rôle de la médiation, des enseignants et de tous les médiateurs et professionnels de la culture dans ce qu'ils apportent, notamment aux enfants et aux jeunes. Alors, votre proposition centrale qui est d'avoir une étude de cohorte sur une dizaine d'années, pour moi, évidemment, c'est l'idéal. C'est ce qu'on devrait avoir. Il y a des cohortes qui sont étudiées par les services statistiques du ministère de l'Éducation, par exemple, à la DEP. Pas que je sache sur l'EAC précisément, et même on a un appareil statistique sur l'EAC qui est extrêmement faible, pour ne pas dire déficient. Et ça, c'est un constat, je pense, qu'on peut partager, et c'est le cas à la culture, au DEPS comme à la DEP du ministère de l'Éducation. La statistique est de piètre qualité, en fait. Et les services statistiques en sont parfaitement conscients. Donc, on aura peut-être de meilleurs outils à l'avenir depuis que l'application Adage est installée, mais enfin, tout n'est pas recensé non plus dans cette application qui sera peut-être perfectionnée au fil du temps, ça on verra. Pour en revenir à la cohorte, évidemment, c'est l'idéal. Sauf que si je reviens là, à mon métier et à la Cour des comptes, je dois vous dire que le temps de la Cour des comptes n'est pas le temps de la recherche. C'est beaucoup plus proche du temps de la politique, c'est-à-dire un temps beaucoup plus court. Et donc, les 10 ans, pour porter un regard sur cette politique publique, on ne les aura pas, en tout cas pas maintenant. Et donc, ce à quoi nous allons nous intéresser, c'est la photo de départ. Parce que la photo de départ avec, évidemment, quand même une profondeur de regard, parce que on a beaucoup d'indications sur le passé, beaucoup de gens ont travaillé ou écrit, bien évidemment tous les services qui sont responsables de ces politiques, les inspections générales, des chercheurs, etc. Donc, on a quand même documenté le passé d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, la cohorte, c'est la cohorte pour la recherche. Et d'autre part, je voulais vous dire que la Cour, elle, quand elle travaille, elle est forcée de resserrer le sujet, délimiter un périmètre. Alors, il est vrai que, comme le dit Madame Bordeaux, il faut distinguer les différents niveaux d'évaluation. Et moi, je suis pleinement d'accord avec ça, tant et si bien que lorsque j'ai fait l'étude de faisabilité de cette enquête, j'ai proposé à la Cour, qui m'a suivi, d'exclure de notre travail l'étude de l'impact de l'EAC sur les élèves, que ce soit l'impact sur la créativité, donc l'impact proprement artistique, ou les effets externes de l'EAC, par exemple, l'intérêt qu'elle peut présenter pour les autres apprentissages scolaires, parce que ça, ce sont des questions pour la recherche, à mon sens. Des questions pour les sciences de l'éducation, des questions peut-être même pour les neurosciences à certains égards, parce que il y a vraiment, vous le savez, une revue de littérature assez approfondie qui a été faite sous l'égide de l'OCDE, et que autant les auteurs ont vu qu'on peut établir des corrélations, mais difficilement des causalités entre l'EAC et les divers autres apprentissages. Donc tout ce champ-là, on a décidé de le laisser à la science, en fait. Et nous, de nous en tenir à ce qui est notre cœur de métier, c'est-à-dire la gestion publique. Voilà. Alors, l'évaluation, comme on va l'entendre, vous le savez puisqu'on a déjà beaucoup échangé à ce sujet-là, elle va être centrée
justement sur l'accès. Moi, je préfère parler d'accès que d'accessibilité, parce que ce n'est pas une question générale et théorique pour nous. En gestion publique, il s'agit de savoir à quoi les élèves qui sont donc la cible de notre évaluation, vous l'avez rappelé, c'est-à-dire les enfants et les jeunes qui sont dans l'enseignement scolaire, donc à partir de 3 ans et jusqu'au baccalauréat, savoir à quoi ils ont véritablement accès, de quoi ils bénéficient dans le monde scolaire sur les différents territoires. Donc en fait, ce que nous allons chercher à faire, vous l'avez compris, c'est documenter la diversité et les inégalités d'accès de façon à éclairer la réalité par rapport à un discours politique effectivement universaliste et très optimiste, sachant que voilà, le traitement des uns et des autres n'est absolument pas homogène. Les politiques territoriales sont très contrastées, donc ça aussi, on va le montrer, c'est très important. Donc, vous le voyez, le périmètre de l'évaluation tel qu'elle va être proposée par la Cour est vraiment beaucoup plus resserré, hein, puisqu'on a des questions sur l'accès, sur la réalité, l'effectivité du parcours d'éducation artistique et culturelle. Et à cet égard, la cohorte, évidemment, ça aurait un grand intérêt, si on l'avait déjà, pour savoir si l'EAC est autre chose qu'une collection d'initiatives ponctuelles au fil des opportunités, c'est-à-dire s'il y a vraiment un parcours qui soit organisé, continu et véritablement aménagé pour qu'il y ait une sorte de progression et en tout cas une diversification des aspects de l'éducation artistique et culturelle. Alors, ce qui m'a peut-être un peu manqué dans votre façon d'aborder le sujet, c'est quelque chose qui, à mon avis, devrait quand même soulever un peu d'inquiétude. C'est le champ extrêmement large et qui a sans cesse été élargi de l'EAC. C'est-à-dire qu'il y a un cœur qui est quand même les enseignements artistiques et l'éducation artistique. Et au fur et à mesure qu'on a éprouvé le besoin d'élargir le périmètre à toutes les dimensions de la culture, ça c'était au fur et à mesure que le périmètre du ministère de la Culture s'élargissait à toutes les formes de culture. Culture scientifique, technologique, culture populaire, enfin ça va jusqu'à la gastronomie, etc. Vous voyez bien que le champ est extrêmement large. Finalement, on peut craindre que, notamment dans la statistique, on puisse faire, dans certains cas, du 100% EAC, si j'ose dire, selon le slogan, sans qu'il n'y ait jamais de composante artistique. Et ça, ce serait vraiment très dommage. Donc, je me demande si, à un certain point, il ne faut pas avoir un regard un peu, critique, et justement, au titre de la diversification du parcours d'éducation artistique et culturelle, essayer de veiller à ce qu'on garde toujours au moins la dimension artistique. Parce que sinon, si vous voulez, moi ça me paraît extrêmement important qu'on fasse l'éducation aux médias et à l'information. Aujourd'hui, c'est plus important que jamais. Bon, ça c'est vraiment très important, mais à la limite, c'est pas tout à fait exactement la même chose que l'éducation artistique. C'est-à-dire que normalement, on devrait avoir des temps réservés pour chacune de ces éducations qui sont
cruciale de nos jours. Et en fait, l'une peut disparaître au profit de l'autre. Alors, même chose pour histoire et mémoire, puisque, par exemple, au ministère de l'Éducation, la DGESCO dit que l'histoire et mémoire, maintenant, c'est bien dans l'EAC. Alors, c'était pas forcément aussi net dans les textes au départ, me semble-t-il, tout au moins, mais aujourd'hui, c'est le parti qui est pris. Voilà, alors, je pense que l'élargissement du champ, c'est quelque chose qu'il faut un petit peu surveiller, d'une certaine manière. Donc, voilà ce que je voulais vous dire en première réaction. J'ai pas vraiment de questions. Voilà, je ne sais pas si on aura d'autres remarques dans la discussion et comment vous réagissez par rapport à ce que je vous dis. Pour répondre à votre question sur le veiller au son de l'élargissement, vous preniez l'exemple des dispositifs d'éducation aux médias et à l'information, c'est le thème de mon mémoire, donc on y est, enfin, même si on n'en a pas forcément parlé dans ce projet-là parce que c'était pas l'enjeu, on va dire, mais voilà. En tout cas, il y a quelques personnes à l'INSA qui questionnent justement ces liens entre ces différents champs. Très bien. Effectivement, je pense que j'aurais pas pu mieux en parler que Neige, qui est un peu spécialiste du sujet, mais pour compléter, on a aussi fait du coup le gros état des lieux de qu'est-ce qui est compris dans l'EAC, volontairement, sans forcément exclure tout ce qui est compris dedans. On a vraiment pris les domaines tels qu'ils existent et essayé de faire le tour de ce qui se fait. Donc voilà. Personnellement, je crois que nous partageons la plupart de vos remarques et de votre position. Évidemment, la Cour des comptes n'est pas tout à fait au même endroit que nous ici dans le milieu universitaire. Pour ce qui me concerne, je suis plutôt favorable à l'élargissement. Je crois que nous sommes dans un mouvement de société, et en particulier avec un grand tournant avec la loi NOTRe de 2015 et la loi Liberté, Création, Architecture, Patrimoine de 2016 qui introduisent les droits culturels dans la loi française. Et nous sommes là au démarrage d'une nouvelle évaluation, d'une nouvelle vision peut-être sur l'EAC. Qu'est-ce qui est culture? Qu'est-ce qui fait culture? Sommes-nous légitimes pour la définir? Pour moi, le débat reste ouvert. Donc, moi, je vais juste intervenir en tant qu'enseignante et là, c'est juste un témoignage. Donc, l'an passé, j'ai mené avec une enseignante d'histoire un atelier de MC, donc sur la citoyenneté et là sur la migration exactement. Et en fait, en faisant venir un dessinateur de presse, en proposant aux élèves aussi un atelier d'écriture et en mêlant aussi une pratique artistique à cet instant-là, justement, en fait, on a vu à quel point ils s'emparaient de ce sujet, qui était un sujet difficile, donc en lien vraiment avec leur actualité, leur quotidien. Et là, en fait, les limites et les frontières étaient juste poreuses, en fait, entre ces domaines-là et allaient presque de soi. Donc voilà, c'est juste un témoignage. Je ne sais pas s'il faut donner ces limites à l'EAC en l'excluant de tel et tel autre domaine. Mais en tout cas, là, dans une pratique de classe, c'était une évidence. C'était juste ce que je voulais raconter. Donc Damien Malinas, je vais demander au jury est-ce que les réponses des étudiants ont pu convenir. En tout cas, moi j'ai été impressionné par la qualité des échanges. Je vais même rassurer, la discussion n'est pas finie et c'est même ça qui est le premier indicateur de la qualité des échanges. Nous allons continuer ces discussions. Alors dans un premier temps,
Est-ce que ça va au jury, en gros? Oui. Merci. De manière assez classique, on va vous demander de vous retirer. Nous allons délibérer. Nous ne vous rendons pas de résultats de délibération parce qu'on se réunit pour remplir une petite feuille entre nous. Et en fait, nous, les notes, on les met au bout des quêtes de tous les projets puisque c'est une évaluation globale. Je crois quand même que vous avez ressenti que c'était plutôt pas mal. Voilà, quand même. Est-ce que cette parole peut convenir aux membres du jury? Voilà. Un grand merci. On va rester un tout petit peu ensemble puisque la visio, voilà. Et un grand merci. Et il y a une chose qui est bien. Voilà. Autant à la fin des cours, on n'est pas obligé de s'applaudir tout le temps, mais il y a des fois on peut... Si vous avez aimé ce podcast, faites-le nous savoir avec un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de nos prochaines diffusions. Merci de votre écoute. Sculptez le son, aiguisez son regard. L'INSEAC du CNAB.